Bonjour à tous, vous qui regardez cette vidéo. On est en août 2025 et en quelques minutes, je vais vous présenter la plateforme Snowflake. Je suis Hugo Vogue, account exécutif chez Snowflake. Le point de départ pour l'ensemble de nos clients, ce sont toutes les disruptions, toutes les innovations qu'il peut y avoir dans le marché. Elles sont depuis de nombreuses années extrêmement diverses et qui sait, celles qui vont arriver dans le futur. Si on regarde par le passé, il y a eu la révolution du business intelligence dans les années 2000 ou même un peu avant, des systèmes on-premise qu'il fallait sécuriser pour créer l'intelligence décisionnelle pour la finance ou pour l'ensemble des métiers. Il y a eu la révolution Internet avec des volumes de données bien plus importants qui sont arrivés, des données web, log, dans des formats différents, des formats beaucoup moins structurés que ce qu'on avait pu voir par le passé, des données qui venaient aussi des objets connectés, de l'IoT, qui sont venus en très grand volume. Des usages aussi qui ont différé, on regardait moins dans le passé, on a regardé aussi beaucoup plus à l'avenir pour essayer de faire des prédictions ou du forecasting. On appelait ça donc du machine learning. C'est aussi à peu près au même moment qu'il y a eu l'avènement du cloud qui a fourni un nombre de ressources extrêmement large et a permis de déléguer beaucoup de complexité de gestion d'infrastructures. Ça a été les dernières révolutions, les plus récentes, qu'on peut nommer notamment avec l'AI, où finalement ces grands volumes de données, ces formats hétérogènes se sont aussi mêlés à des problématiques autour de l'interopérabilité, avec l'exploitation de données open source, avec l'utilisation de modèles de langage naturel, mais aussi avec l'avènement qui avait déjà eu lieu avec le machine learning de nombreux différents langages de programmation. Donc on parlait pas seulement de SQL, mais aussi de Python, de Scala, de Java. Toutes ces descriptions se sont mélangées et à chacune de ces descriptions-là, on trouve dans un contexte aussi où il y avait de plus en plus d'acteurs justement dans le cloud, des données éparpillées, eh bien toutes les solutions s'avéraient être silotées. À chaque fois, c'est une solution qui apporte une problématique à un problème en particulier. Donc par exemple, voilà des modèles qui permettent juste d'interagir avec la donnée, mais pas forcément des modèles qui sont intégrés avec la donnée en elle-même. Une partie des données sont stockées dans un système, dans un data lake, d'autres dans un data warehouse. Des données non structurées, elles, sont pas utilisées, des données streaming dans un autre, et ainsi de suite. Ces silos-là, on essaie de les connecter, mais ils se créent de façon inexorable. Qui sait quels sont les prochains silos qui vont être créés avec les descriptions futures, avec l'intelligence agentique, avec la super intelligence. Finalement, pour tous nos clients, la problématique consiste à pouvoir connecter ces silos, et c'est en connectant ces silos qu'ils vont pouvoir exploiter tout le potentiel de la donnée et ainsi servir leur volonté business. Ces silos-là, ils se manifestent sous différentes formes. Donc, quand on regarde une architecture de données traditionnelle, ça peut être entre deux entités au sein d'un même business. Par exemple, une qui utilise des plateformes type data warehouse traditionnelles pour exploiter des données clients avec des tables de données structurées et des données sensibles. Ça peut être une autre entité qui utilise des données sous format parquet, de données partenaires, de type non semi-structuré. Comment est-ce que ces deux données-là peuvent être exploitées communément pour y trouver du sens business, alors qu'elles sont, par exemple, sur deux systèmes qui ont des formats de stockage très différents, mais aussi sur des clouds différents, sur des régions différentes du monde. Une aux US, une au UK et une troisième, par exemple, en France. Un autre silo dans l'architecture, ça peut être aussi des puissances de calcul qui peuvent être fournies sous différents systèmes, donc une sur le cloud sous forme de conteneurs, d'autres sous forme de virtual machines. Comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour exploiter ces données-là, qui sont elles-mêmes sur un autre cloud, sur un autre système? Comment est-ce que des analystes qui peuvent faire du SQL peuvent exploiter ces données, ces puissances de calcul, tandis que d'autres data scientists voudraient utiliser un autre puissance de calcul-là? À chaque langage, à chaque système, à chaque stockage de données, des barrières à l'exploitation de cette donnée. C'est sans parler ici de l'ensemble des formats qui, au sein même d'une plateforme, peuvent créer des silos. Donc, les CSV d'un côté, les JSON et les parquets de l'autre, les PDF et les fichiers audio sur encore une énième silo solution. On en rajouterait un nouveau si on voulait stocker sur un format open source. C'est en connectant l'ensemble de ces silos, qui soient technologiques, de langage, de format de données ou de solutions de base de données ou d'exploitation,
que réside l'exploitation de la valeur. Donc on avait bien compris ça chez Snowflake dès le début. Nos deux fondateurs français, Thierry et Benoît, l'avaient bien compris en 2012 quand ils ont fondé Snowflake. Et c'est pour ça que ils ont vraiment pris à bras le corps l'ensemble de ces révolutions technologiques pour faciliter la vie de l'exploitation de données pour tous nos clients. La première révolution, ça avait été de séparer le calcul du stockage pour pouvoir augmenter ou réduire l'un et l'autre indépendamment. Le second, ça a été de pouvoir accommoder l'ensemble des langages. Donc on a cité SQL, Python, Java, Scala, et pouvoir les exécuter avec un seul et même moteur massivement parallèle, qui fait que l'exécution est extrêmement efficace à petite ou grande échelle, ou avec une grande ou faible concurrence. Ces moteurs d'exécution-là, ils marchent aussi efficacement que vous soyez sur AWS, sur Azure, sur GCP, sur l'ensemble des régions du monde, et qui sait demain sur les nouvelles régions cloud qui fourniront l'infrastructure sur laquelle on pourra se déployer. C'est un service qui est entièrement managé, c'est-à-dire que nos clients, en fait, ils veulent se concentrer sur le développement fonctionnel et pas la gestion de l'infrastructure. Donc, ils délèguent toute cette complexité à Snowflake, c'est bien ce qu'on avait intégré dès le début. Et enfin, quand on rassemble tous ces usages, qu'on simplifie tellement aussi le service, c'est critique pour nos clients d'apporter une gouvernance ou un contrôle de la donnée extrêmement fin. C'est pour ça que à travers Snowflake, il est très facile de la mettre en œuvre. Il y a un seul outil pour gérer toutes ces données, l'accès et la sécurité, et ceci de façon très transparente. C'est une des raisons pour laquelle on est une entreprise qui a succès. Donc on connaît à l'échelle à laquelle on est aujourd'hui encore 26% de croissance année après année. Donc ça, ce sont les résultats pour le premier trimestre de l'année 2025. Voilà, à l'heure à laquelle je prends cette vidéo, on va bientôt sortir les résultats du deuxième trimestre 2025. Mais les projections dates portent à croire que on ferait à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ici, on peut noter que sur nous, à peu près 11 500 clients, il y en a 5 200 qui utilisent déjà nos services d'IA et d'ML, en plus de tous les services analytics, de préparation de données et de collaboration qui sont déjà disponibles dans la plateforme. Nos clients sont dans l'ensemble des industries et l'ensemble des pays du monde. Donc ici, vous avez un échantillon de clients à l'échelle globale. Si on devait résumer ce que nos clients attendent de la plateforme et pourquoi ils l'utilisent, eh bien, c'est parce qu'ils cherchent à développer de la valeur sur la donnée à travers 4 grands piliers: la préparation de la donnée, le data engineering, la construction de reporting et d'analyse, l'analytics, l'exploitation de la donnée à travers l'intelligence artificielle, mais aussi la collaboration et le développement d'applications. Et ceci sur les piliers fondateurs de Snowflake: facile utilisation, complètement managé, cross-cloud, interopérable, sécurisé et gouverné. Et la résultante, c'est qu'ils vont pouvoir créer facilement de la valeur avec Snowflake parce que c'est facile, c'est connecté et surtout c'est fiable. Si on zoome un petit peu sur l'architecture, donc les fondations de Snowflake, vous l'avez compris, sont cross-cloud, ça s'appelle SnowGrid chez nous, d'être sur l'ensemble de ces cloud providers et de nouvelles régions à venir et de nouveaux clouds à venir. Que l'ensemble des données puissent être stockées, qu'elles soient structurées, semi-structurées ou non structurées, sur des formats de tables ouverts, open source, ou des formats que l'on gère pour vous, qui sont le format Snowflake. Mais aussi des formats de table qui permettent d'exécuter des usages pseudo-transactionnels. Cela s'inscrit dans des architectures data que certains appellent data mesh, data lakehouse, data warehouse. Justement, on permet d'être flexible suivant ce qui est plus pertinent dans votre contexte pour exécuter l'ensemble des langages de programmation que l'utilisateur souhaite utiliser. Tout ça fonctionne avec, encore une fois, un outil de gouvernance qui s'appelle chez nous Horizon, donc tous les gestions de l'accès pour les 4 grands usages que j'ai pu citer ici. Le premier pilier, c'est connecté à travers l'ensemble des clouds et des régions. Donc, plus précisément, c'est grâce à des mécanismes de réplication de données, mais aussi de partage de données au sein des régions, que cette connexion est possible, justement, entre ces cloud providers et entre ces régions et entre ces formats de stockage. Ces données-là, on l'a dit, elles sont gouvernées. En pratique, ça se traduit à travers, par exemple, des politiques d'accès et des gestions des rôles qui font vraiment toute la gestion de la protection de la donnée dans Snowflake.
On parle aussi, en plus de DataOps ou de DevOps, de tous les mécanismes qui permettent de faire du FinOps dans Snowflake, donc la suivi des métriques, les traces, les logs, des notifications, pour suivre par exemple le développement des usages IA en plus des applications et des pipelines. Donc on parle de LLMOps, de AIOps aussi dans Snowflake, en plus de ce que j'ai pu citer. Maintenant que cette donnée elle est gouvernée, elle est connectée, les premiers usages, ça va être de l'acheminer et de la transformer pour la mettre en forme, pour la mettre en qualité. Concrètement, construire des pipelines de données. Donc les grandes fonctionnalités qui permettent de le faire vraiment sans aucun effort ou avec très peu d'effort chez nous, ça va être par exemple les tables dynamiques ou Snowpark, qui est l'API Data Frame qui permet d'exécuter du code type Python. Un bon exemple, c'est TravelPass, qui en passant d'une solution Spark managée à Snowflake, ont pu en seulement une semaine développer 130 pipelines avec les tables dynamiques et les pousser en production. Donc là, pour eux, c'était vraiment un gain en termes d'efficacité de développement qui a été de l'ordre de 350% par rapport à ce qu'ils avaient avant. Mais ça a été aussi une forte réduction des coûts à l'usage grâce à ces mécanismes déclaratifs de construction de pipeline, aussi très efficients en utilisation de ressources de calcul. Maintenant que ces données elles sont préparées, mises en qualité, un premier usage pour nos clients, ça va être de construire du reporting derrière, pour par exemple lancer des produits data, des produits finis qui permettent de prendre des actions. Donc les accélérateurs avec Snowflake, ça va être par exemple l'AI Powered BI, ça va être aussi des analytics complètement intégrés dans les interfaces. Un exemple ici dans un contexte technique particulier de Lakehouse, c'est-à-dire que l'ensemble des données chez Whoop étaient stockées dans un data lake sous format iceberg, tandis qu'une partie des données était aussi dans un data warehouse sur Redshift. Leur motivation en passant sur Snowflake, ça a été de réduire considérablement le coût et le temps de calcul pour construire leurs analyses, qui étaient encore une fois séparés sur ces différents moteurs. Donc, in fine, en passant sur Snowflake, ils ont réduit par 3 le temps d'exécution de l'ensemble de leur modèle de forecasting, mais ils ont aussi gagné un grand nombre d'heures de temps de calcul pour la construction de ces analyses. Le dernier point, ça a été pour nos clients d'exploiter aussi tous les bénéfices de l'intelligence artificielle pour, par exemple, aller analyser des données non structurées, aller construire de l'intelligence agentique pour interagir avec ces données et l'orchestrer, mais aussi construire de l'intelligence prédictive. Dans Snowflake, ils vont utiliser toute la suite Cortex AI, donc ça va être la suite de fonctionnalités pour l'intelligence générative. Ils utilisent aussi Snowflake ML, donc la suite d'outils pour tout ce qui est machine learning et prédiction, à travers les notebooks et pourquoi pas les GPU aussi qu'on fournit à travers les conteneurs. Un bon exemple, ça a été Nissan, qui en seulement 2 mois a permis d'analyser des millions de revues clients. Donc là, on le voit à travers Cortex Studio, par exemple, qu'ils utilisent les modèles qu'on fournit sur étagère, une des rares plateformes à fournir l'ensemble des modèles du marché, de OpenAI, Mistral, Anthropic, Meta et DeepSeek, pour ici, par exemple, faire de l'analyse de sentiments et obtenir un taux de précision extrêmement élevé pour améliorer l'expérience des concessionnaires. Enfin, une fois que cette donnée elle a été préparée, elle a été exploitée pour en faire de la décision, on a aussi beaucoup de nos clients qui utilisent Snowflake pour commercialiser cette donnée-là, pour la monétiser, pour la partager, pour en faire une source de revenus. Donc, ils le font à travers la marketplace Snowflake ou à travers le développement d'applications natives. Un bon exemple, ça a été Blue Yonder. Donc, ils ont connu très concrètement un gain en termes de temps d'efficacité de traitement et de coût assez considérable. Mais pour eux, ça a été surtout une opportunité de faire du go-to-market commun, travailler avec Snowflake, de gagner en visibilité et de pouvoir faire bénéficier aux clients Snowflake de la solution Blue Yonder directement dans Snowflake, sans avoir intégré avec un produit tierce. Ça a été un gain encore en termes de gouvernance, en termes de sécurité et de rapidité d'accès à la valeur qu'ils ont pu obtenir. Je vous remercie. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous êtes sur la chaîne YouTube de Snowflake en français. Donc, je vous invite à consulter l'ensemble des autres vidéos. N'hésitez pas à contacter vos contacts Snowflake si vous avez davantage de questions. Merci beaucoup. Excellente journée.